Séverine Auffray, vous êtes philosophe, vous avez fait paraître plusieurs essais. Le dernier, c'est une histoire du féminisme de l'Antiquité grecque à nos jours. Le grand public pense que le féminisme a pris naissance au XIXe siècle en Europe. Ce n'est pas tout à fait vrai. Effectivement, ce qu'on nomme à juste titre le féminisme historique, et qui a pris son nom d'ailleurs à l'époque, date non pas d'ailleurs du XIXe siècle, mais de la fin du XVIIIe siècle, avec des personnalités extraordinaires comme Olympe de Gouges ou Théroigne de Méricourt. Disons que le socle de ce féminisme se trouve dans des textes et des idées et des pensées qui se déploient depuis l'origine des civilisations humaines. Et c'est pourquoi je fais remonter ce livre à l'Antiquité grecque, puisque c'est la première qui a inscrit, disons, cette notion de droit des femmes, non pas dans ses constitutions d'ailleurs, mais dans des œuvres, essentiellement des œuvres théâtrales comme celle d'Euripide. Alors, Séverine Auffray, pourquoi, comment et où de telles idées féministes apparaissent-elles? Est-ce que vous pourriez y répondre en nous présentant les 4 parties de votre livre? Différentes époques, mais aussi différences méthodologiques. Disons que je n'ai pas suivi un simple fil historique, parce que des idées féministes, on les trouve partout dans le monde, et c'est ce que vous voyez dans un chapitre où je fais le tour du monde. On en trouve en Afrique, en Inde, dans l'Amérique précolombienne, etc. Mais disons que ces idées féministes écrites commencent et nous sont données dans l'Antiquité grecque, du 5e siècle avant notre ère, c'est-à-dire au point de départ de nos grandes civilisations. Et c'est là que ça commence. Et donc, si j'ai divisé le livre en 4 parties, c'est pour des raisons de méthode. Parce que la première partie suppose qu'on aille chercher des textes qui sont détruits souvent, qu'il faut les reconstruire, etc. Des textes qui sont parfois ce qu'on appelle des palimpsestes, c'est-à-dire réécrits, on écrit par-dessus, etc. Alors que dès la Renaissance européenne, alors on a des livres qui sont publiés, souvent avec l'incipit, la bénédiction même du roi ou des autorités politiques. Donc on a des textes qui se conservent. Quant à la troisième partie, alors là c'est vraiment un changement total, puisque le féminisme va s'inscrire dans la rue, c'est-à-dire les femmes vont manifester collectivement pour ces idées, alors que jusque-là, le féminisme était un petit peu individuel, chacun le pratiquait dans son coin, mais le féminisme va devenir historique en devenant une pratique de rue avec des manifestations, des revues, des livres, etc. Et puis ensuite, après 68, alors ce sera tout autre chose encore, un véritable recommencement. Séverine, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez par le mot féminisme? Ma propre définition du féminisme, qui n'est pas celle de tout le monde, mais je crois qu'elle elle réunit à peu près tout le monde sera d'accord avec ça. C'est considérer les femmes comme des êtres humains à part entière, disposant librement de leur corps, très important, de leur corps et de leur esprit, et participant de plein droit à tous les domaines de la culture humaine, c'est-à-dire la science, la politique, l'art, enfin tout même la religion, pourquoi pas, même les fonctions religieuses, pourquoi pas, tout cela, donc que les femmes puissent avoir cet accès. Et ces idées, on les trouve étonnamment depuis l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours, et dans une multiplicité de civilisations de par le monde. Voilà. Dans votre essai, vous alternez des portraits, des récits et des analyses, peut-être pour le rendre plus intéressant. J'ai voulu rendre le livre vivant, que ce ne soit pas quelque chose de totalement savant, érudit, etc., qui pourrait ennuyer les gens. Et donc c'est plein d'histoires, d'anecdotes qui sont vraiment très passionnantes, quoi, concernant justement des femmes qui ont participé à ces idées féministes, à commencer par une femme qu'on ne peut pas dire féministe, mais qui avait des idées féministes implicites, à savoir
la grande Sappho qui elle est du 7e siècle avant notre ère, hein, et qui, la première, développe cette idée. Elle était poète, une extraordinaire poète, dont malheureusement il ne nous reste que quelques textes, poète et enseignante. Elle enseignait la poésie à toutes sortes d'élèves de toute la région d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle vivait sur l'île de Sappho, Lesbos, et elle avait des élèves qui venaient un petit peu de toute la Grèce, à qui elle enseignait justement la liberté, la poésie, etc. Donc voilà, c'est ça qui fait le point commun à toutes ces idées, et donc c'est ce que j'ai été chercher pour donner justement la variété, l'intérêt, le côté passionnant, passionnant parce que vraiment il y a des histoires. Séverine, on dit également que le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est un peu la Bible du féminisme. Alors, dans quelle mesure est-ce que Simone de Beauvoir et son livre font partie de l'histoire du féminisme? Là, je suis désolée de vous décevoir et de décevoir le grand public parce que, pour moi, il me semble qu'il y a un mythe de Simone de Beauvoir. C'est-à-dire qu'au moment où elle a écrit Le deuxième sexe, elle n'était pas du tout féministe. Elle n'était pas du tout féministe. Je vais vous le montrer. Elle est devenue, par la suite, elle s'est rattachée au féminisme dans les années 1970 parce que les féministes sont venus la chercher après. Mais au moment où elle a écrit Le deuxième sexe, en 1949, elle n'était pas du tout féministe, elle a vraiment une problématique qui est celle de Jean-Paul Sartre, ni plus ni moins, c'est-à-dire avec un véritable mépris du corps féminin et de la grossesse, qui pour elle était une chose absolument épouvantable, alors que la grossesse, ben, je suis désolée, mais nous venons tous de là. Je veux dire, vous, moi, Issa, tous, nous avons eu une maman qui nous a portés. Et donc, je crois qu'il faut reconnaître ce fait. Mais pour Simone de Beauvoir, c'était vraiment quelque chose de répugnant. Elle n'a pas eu d'enfant, etc. Et donc, c'est une problématique qui n'était pas la sienne. Mais je ne sais pas pourquoi. Si, enfin, j'ai cherché quelques petites raisons pour lesquelles ce livre a eu un succès fou. D'abord parce qu'elle était la maîtresse de Jean-Paul Sartre, qui était très à la mode à l'époque. Et puis, voilà, donc elle est devenue une vedette, mais tout en... Et donc, elle a été un peu obligée de devenir féministe. Autrement dit, elle n'a pas fait le féminisme, mais c'est le féminisme qui l'a fait. Votre ami Michel Onfray, qui a préfacé votre livre, alors, à la fin de sa préface, il écrit, je cite, « Il s'agit de bâtir un monde où la résolution de la tension ne passe pas par la destruction de l'une des deux forces ou l'asservissement de l'une des deux, mais par ce qui permet l'harmonie dans le contrepoint. » Fin de citation. Non seulement Michel Onfray a eu la grâce de me faire cette préface, mais qu'il est surtout le fondateur de l'Université populaire de Caen, où j'ai travaillé, moi, pendant plus de 10 ans. Et d'ailleurs, ce livre est le travail que j'ai fourni là-bas. C'est donc grâce à lui que j'ai pu accoucher, on peut le dire, de ce livre. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup, justement, ces dernières phrases de sa préface parce qu'il définit totalement ce qui est mon féminisme. Je ne suis pas du tout pour un féminisme batailleur, toc, 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 ouais, vous avez fait souffrir, on va vous en faire autant. Pas du tout. Je considère que mon idéal du féminisme est que hommes et femmes puissent coexister justement de manière, dans leurs différences. Parce qu'il ne faut pas nier leurs différences. Il ne s'agit pas de dire tout le monde est pareil, surtout pas. Donc mon idéal du féminisme est un féminisme qui ne nie aucune des différences et qui reconnaît justement que les hommes sont des hommes, que les femmes sont des femmes, mais qu'il y a une harmonie dans le contrepoint, comme le souligne si joliment mon ami Michel Onfray. Alors, la situation des femmes dans un pays, ce n'est pas seulement le nombre de députés ou de ministres dans le gouvernement de ce pays, mais également la condition réelle des femmes, de toutes les femmes, dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans les champs, à l'usine, au bureau et ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec vous et d'ailleurs
il y a eu des moments où justement on nous assénait que voilà, une telle était Premier ministre, c'était souvent d'ailleurs la fille de l'ancien chef de l'État, etc. Et donc ça prouvait qu'on était libertaire, etc. Pas du tout. C'est bien sûr à partir du bas, comme vous dites, hélas, c'est triste de le dire, mais des travailleuses des champs, des travailleuses des usines, enfin toutes les femmes qui sont dans la rue, et il s'agit bien sûr de leurs conditions tout à fait, et non pas seulement de la condition des élites. Oui, tout à fait. Satish Boulel, vous avez fait paraître ce livre, The Scalpel and the Pen, Forensic Secrets Mauritius. Vous êtes déjà venu présenter ici même votre premier livre, Forensics in Paradise. Vous êtes médecin légiste. Que fait un médecin légiste? Il passe sa vie professionnelle entre la morgue et la cour? C'est à peu près ça, mais dans la condition mauricienne. Dans la condition mauricienne, l'emploi mauricien, personne n'est très spécialisé dans un domaine. Alors même, je vais vous faire rire, s'il y a un chauffeur de bus qui quitte la Corporation nationale de transport sur un certificat médical de complaisance et il part pour une compagnie privée, le médecin légiste doit intervenir pour voir s'il y a eu mal donne. Il y a des imbécilités rares où c'est qu'on ne trouve pas de médecin pour donner une opinion sur un problème quelconque, on fait appel au médecin légiste. Mais de l'autre côté, vous avez raison, ce sont les autopsies, le viol, les morts suspectes, la drogue, mais aussi de l'autre côté l'éthique médicale, qui est très important pour voir. Alors c'est un peu de tout. Mais avant tout, je suis médecin. Oui, médecin. La spécialisation, pathologie, pathologie légale. Vous avez dit que vous êtes médecin des morts, mais vous êtes également médecin des vivants. Aussi médecin des vivants parce que vous êtes forcément habilité légalement à examiner les accusés, à passer un jugement sur l'état de santé, état mental. Et là où vous trouvez que vous êtes dans un doute, vous faites appel à un spécialiste du sujet pour venir confirmer ou infirmer votre conclusion initiale. Satish Boulel, quelle est la continuité entre votre premier livre, Forensics in Paradise, et ce livre, The Scalpel and the Pen? Quelle est la continuité et quelle est aussi la rupture entre les deux? Des fois, il faut être un peu franc, je crois. Le premier livre était vraiment un outil de voyeurisme médical. Je racontais les cas, je ne passais pas trop de commentaires. Tout le monde qui voulait savoir, Maurice nous aimons à nous occuper des affaires des autres, de tout le monde qui voulait savoir quelque chose de plus, de nouveau. Il n'y avait pas de nom. Là, ils ont commencé. Moi, je connais des gens qui ont acheté mon livre la première fois et ils ont mis des noms et sont venus me voir pour confirmer. Quand je parle de quelqu'un qui se fout d'antidépresseurs pour aller en cours, tout le monde voulait savoir si c'était M. X ou Mme Y. Ce sont les deux qui l'ont fait. Alors, il y avait toujours cet élément. Il y avait un manque d'éléments dans le premier livre, de commentaires personnels, et je voulais mettre des commentaires personnels dans le premier, mais je n'étais pas sûr où m'arrêter. Parce qu'il y a une contrainte légale quand on écrit sur des cas qui sont allés en cours, et même les juges sont partagés. Quelqu'un vous dit que si le cas a été mentionné en cours, vous avez le droit d'écrire, parce que c'est du domaine du public. Mais moi, j'avais ce devoir de réserve, parce qu'il faut se rappeler que l'île Maurice est un petit pays. Tout le monde se connaît. Et on ne veut pas mettre pour l'histoire des noms des familles, et que 10 ans d'ici, quand je ne serai plus là, et vous avez des gens qui vont venir me dire hey, « J'ai lu dans le livre de Boulel que j'ai trouvé aux archives que ton grand-père était un criminel. » On ne veut pas ce genre. Donc, pour le deuxième livre, j'ai demandé la permission, un peu plus que davantage, aux familles, pour vous servir des noms. Il y avait pas mal de gens qui ont donné la permission. D'autres ont donné, mais j'avais eu un peu peur. Mais là, j'ai commencé à mettre beaucoup de mon opinion personnelle. Parce que, ayant réussi à dépasser le clivage du premier, là, ici, je me suis attaqué carrément aux institutions, que je ne m'attaque pas trop dans le premier livre. Et puis, il y avait d'autres cas. J'ai voulu partager
mon opinion de l'amicale avec le public. J'ai ma petite idée sur l'amicale, ce qui s'est passé. Alors indirectement, entre les lignes, on va voir. Et j'ai dû attendre qu'on libère les accusés de l'amicale. J'ai voulu aussi faire une virée des condamnés à mort de la République. Moi, carrément, je le fais comprendre, je suis contre la peine de mort. Et je pense toujours que la prison, il y a une force et une main-d'œuvre très conséquente là-bas, dont on aurait pu se servir. J'ai parlé de la drogue, j'ai parlé un peu des sujets qui intéresseraient les avocats, les médecins et le grand public, s'ils veulent connaître l'île Maurice. Satish Boulel, votre premier livre, Forensics in Paradise, est bien vendu. Les mémoires d'un médecin légiste semblent intéresser les Mauriciens. Il y a quelque chose qui caractérise le Mauricien. Il est toujours en quête d'information, et c'est pourquoi que nous avons ce niveau d'éducation en Maurice. Tous les enfants doivent apprendre, tous les enfants doivent aller. Et puis là, j'ai commencé à voir des gens, quand ils ont commencé à acheter les livres, je voulais savoir qui c'est qui achetait, qui était mon audience, et j'étais très, très surpris. Il y avait, bon, bien sûr, il y avait des jeunes universitaires, médecins et avocats qui ont besoin du livre comme un outil de travail, Et puis, il y avait une autre bande, c'est un peu les vieux, rien à faire. Un bon livre pour dormir, un bon livre pour voyager, un bon livre pour partager sa maladie dans un lit d'hôpital. Et puis, j'ai remarqué que dans la fourchette, disons 25 ans à 50 ans, personne n'achetait. Ils recevaient un cadeau, mais ils n'ont pas le temps de s'asseoir, d'ouvrir un livre et de lire. Mais les jeunes m'ont étonné. Beaucoup de jeunes viennent vers le livre, beaucoup de jeunes me téléphonent. Satish Boulel, je lis sur la couverture de dos de votre livre cette phrase, je cite, « The underlying theme of his book is never to trust blindly facts brought up by police investigators or family relatives of a deceased before science has had a say in the cause of death. » Alors, pourquoi ne pas faire confiance? J'ai fait état de plusieurs cas où les enquêtes sont si bien bouclées que, vous savez, le cas qui me fait rire, un inspecteur de police qui vient me dire qu'un monsieur est tombé sur la varangue d'une boutique à Vacois. Et il a un témoin. Le témoin est la propriétaire de la boutique. Je me suis dérangé pour aller voir la dame. Elle m'a dit qu'elle n'a rien vu. Probablement, elle a commencé par dire, et puis elle s'est ravisée. Mais en fait, le cas est devenu un meurtre après. J'aime bien être à tête reposée. Et si l'enquêteur, il fait son travail, je fais le mien, et essayer de participer. C'est ça la différence avec l'Europe. En Europe, je fais mon autopsie, je fous le gant. Ici, je fais mon autopsie et je reste. Je donne des petits conseils, mais en fin de compte, tous les chemins mènent vers la vérité. Il y a à Maurice beaucoup de cold cases, comme on dit. Est-ce qu'il y a une nécessité d'ouvrir de nouveau ces dossiers? Moi, je crois qu'il y a nécessité d'ouvrir parce qu'il faut nous rappeler que la technologie a évolué et que dans des cas qui n'ont pas été résolus, si on applique la technologie de l'ADN, ça changerait bien des données. Mais alors on a cette tendance d'oublier les cas dans le passé. Véronique Fanchette, vous avez organisé en 2017 un spectacle Equinox au Columbia Global Centers à Paris. Comment avez-vous procédé pour le faire? Alors ce spectacle, qui est un quatuor poétique autour de l'œuvre de Jean Fanchette, c'est une histoire d'abord de belles rencontres successives. Il y a d'abord, au-delà du travail de mémoire réalisé depuis 10 ans sur l'œuvre de mon père, c'est la rencontre d'abord avec Brune Bibuck, la directrice du Columbia Global Center, que j'ai rencontrée en travaillant pour elle, car je suis conseillère en communication. Elle-même m'a fait rencontrer un poète qui s'appelle Foi des Lettres, poète et éditeur, qui m'a ouvert à la poésie d'une autre façon que mon père.
permis de me libérer un peu dans l'accueil de la poésie. J'ai juste compris que, enfin pour moi en tout cas, que la poésie, ça pouvait être juste très simple, juste de la beauté qu'on accueille. Lui-même, j'ai travaillé pour lui pour des événements qu'il a organisés au Columbia Global Center. Il m'a fait rencontrer sa fille et 2 autres artistes, donc Fée Avouglan, la soprano qui est dans notre spectacle, et Anna Kremp, la pianiste. Et on a décidé de faire 1 an plus tard un événement autour de Jean Fanchette à Columbia sur les 3 thèmes du poète, de l'éditeur et du psychanalyste. Et les 3 artistes réalisaient les pauses musicales et la fille de Fouad lisait les textes de mon père. Voilà. Ensuite, il y a eu la rencontre avec une écuyère autour d'un cheval fou qu'il fallait soigner puisqu'elle répare les chevaux. Ce cheval, on l'a appelé Espoir. Et voilà, et tout ça, toutes ces passions partagées, ces envies de partager la passion pour la poésie de mon père, puisque ces jeunes artistes l'ont découvert et ont envie de créer quelque chose ensemble, on est arrivé à créer Equinox. Alors Equinox avec un S, alors que l'île Equinox était au singulier, parce que c'est un quatuor poétique qui associe à la poésie du texte, la poésie du mouvement, la poésie du chant humain et la poésie du piano, de l'instrument. Véronique, le spectacle Equinox réunit le chant, le piano, la poésie et l'art équestre. Pourquoi l'art équestre? Quel lien avec la vie et ou l'œuvre de Jean Fanchette? Alors il y en a 2. Déjà, le cheval incarne la poésie du mouvement. Mettez un cheval en liberté, c'est juste magnifique et vous êtes très facilement subjugué d'émotions. Un pur sang arabe particulièrement, mais même un percheron a sa poésie. Et avec Solène Heydrich, donc l'écuyère avec qui nous avons travaillé, elle a travaillé 10 ans chez Bartabas, qui est la référence ultime du théâtre équestre au niveau français mais aussi international. Ils ont joué, ils ont emmené tous leurs chevaux au Japon, aux États-Unis, c'était un parcours assez impressionnant. On a voulu créer donc ce spectacle ensemble. L'idée c'est que le cheval est la poésie du mouvement, mais l'art équestre, il cherche en fait à reproduire cette beauté du mouvement du cheval au naturel, dans le piaffé, dans le cabré, dans le passage qui est ce trot très long comme ça. On cherche à reproduire avec beaucoup de précision et je pense que ça rejoint le travail aussi de l'écrivain, du poète, dans la recherche du mot précis, du mot juste, c'est une recherche de perfection, quoi. Et le deuxième élément, c'est que mon père aimait énormément la nature. C'était un besoin profond en lui et je pense que ça vient de son origine mauricienne parce que je partage cet amour de la nature. Je suis née à Maurice et je pense que ce n'est pas un hasard j'ai juste vécu 2 ans ici, mais enfant, avoir que du bleu et du vert, je pense que ça marque beaucoup. Et dans l'œuvre de mon père, dans l'île Equinox, on retrouve énormément de poèmes où la nature est extrêmement présente. Pourriez-vous nous parler des projets de l'association Jean Fanchette? Alors le projet principal aujourd'hui, c'est de jouer Equinox en France, mais surtout là à Maurice, et on est ambitieux, c'est pour le printemps 2020. Parce qu'en fait, quand je suis venue à Maurice présenter ce film du happening, nous disions on verra bien. Et en fait, je pense qu'il y a un formidable potentiel pour jouer ce spectacle in vivo dans un lieu de patrimoine, dans la nature, dans un lieu beau à Maurice. Et la première chose, c'était d'avoir le cheval, parce que s'il faut les chevaux de spectacle, ça correspond à un certain enseignement. Et on est en train de monter un partenariat avec Noémie Barragan de Horse Pro, qui est dans le nord, vers Bellemare, où elle nous mettrait à disposition de chevaux. Voilà. Donc, le premier objectif, c'est Equinox à Maurice. En parallèle, essayer de le produire en France, mais en recherchant des boîtes de production qui le font. Et parallèlement, Jean Fanchette, il continue sa vie, en fait. C'est qu'il y a les actions d'association, il y a le prix, et je te remercie du prix, pour toute cette énergie que tu consacres depuis tant d'années. Jean Fanchette, il suit son parcours tout seul aussi.
il va y avoir la réédition de Minutes to Go, qui était un ouvrage c'était un coup éditorial qu'il avait fait à l'époque de Two Cities, qui va être réédité en 2020 et présenté à Red Hall, mais pas du tout par nous, par l'Association européenne des études sur la Beat Generation. Et un professeur anglais, Oliver Harris, est venu me voir. Je lui ai ouvert les archives, où il a bien sûr donné l'accord pour rééditer. Et puis, la très bonne surprise des derniers mois, c'est un professeur de littérature française, Hassan Melehi, de l'Université de North California aux États-Unis, qui est poète et professeur, et qui a eu un coup de foudre pour cette poésie et qui souhaite la traduire, mais l'éditer dans des maisons d'édition universitaires en bilingue. Et là, ça veut dire que ce n'est pas de l'édition confidentielle, il y a des opportunités pour que ce soit beaucoup plus large. Donc oui, nous avons des objectifs.